Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Frontal. Ce soir, nous débattons de politique industrielle à l'aube des élections législatives de 2026. À 15 mois de ce rendez-vous électoral, le pays se trouve à la croisée des chemins. Malgré des ambitions affichées, le taux de chômage a atteint 13,3%, avec une jeunesse urbaine particulièrement touchée. La création nette d'emplois reste modeste et le déficit commercial se creuse malgré une facture énergétique clémente et malgré un programme de substitution des importations lancé tambour battant en plein Covid. Alors pour débattre de ces sujets, je reçois deux figures emblématiques du paysage audiovisuel. Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Également pour vous apporter de la contradiction dans ce débat, Mohamed Ben Moussa, président du Forum des économistes du PPS. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté le débat. Bonsoir, c'est Mehdi, merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté effectivement de débattre ensemble. On parlera donc d'emploi industriel, de banque de projets et on fera un focus aussi en fin d'émission sur les perspectives des législatives qui s'approchent, les législatives 2026. Mais d'abord, Ala Benani pour le récit et on se retrouve bien sûr juste après pour le débat. Le Maroc avance à grands pas vers une nouvelle ère industrielle. En quelques années, le royaume s'est imposé comme un acteur clé sur le continent africain, porté par des filières stratégiques en pleine expansion. L'automobile, par exemple, est aujourd'hui le premier secteur exportateur du pays. L'aéronautique, lui, enregistre une croissance de 14,9% cette année, avec des exportations atteignant 26,45 milliards de dirhams. Le secteur pharmaceutique monte également en puissance avec une production nationale couvrant désormais 70% des besoins du marché local. Quant à l'agro-industrie, les analystes prévoient une croissance de 5,1% pour la valeur ajoutée agricole, participant ainsi à la souveraineté alimentaire et à l'export vers l'Afrique subsaharienne. Malgré ces performances, des défis subsistent. Depuis 2021, 120 000 emplois industriels ont été créés, mais un jeune diplômé sur 5 reste encore sans emploi. Parallèlement, la banque de projets de substitution aux importations, pilier central de la stratégie industrielle du Maroc, a validé près de 1400 initiatives visant à remplacer 34 milliards de dirhams d'importation, témoignant de l'engagement fort du gouvernement pour renforcer l'employabilité, la production locale et la souveraineté industrielle. À l'horizon 2026, le Maroc envisage de renforcer son modèle industriel en mettant l'accent sur la transition énergétique, la numérisation et l'inclusivité. À 15 mois des législatives, l'industrie n'est plus seulement un moteur économique, elle devient un enjeu social et un terrain de bataille politique. Alors, Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce, peut-être une légère réaction rapidement à ce qu'on vient d'écouter, puis après on entendra le débat, on reviendra notamment sur la stratégie industrielle que vous portez. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie pour cet exposé qui est intéressant, qui mérite quelques corrections et quelques débats, je ne les ferai pas tout de suite. Mais aujourd'hui, effectivement, on est à la croisée des chemins. On a un monde qui se transforme. On a un pays qui se transforme, beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs en matière de transition démographique dans plein d'autres chantiers qui sont ouverts. Et on a une action, des politiques publiques et de la mise en œuvre aussi de ces politiques qui nécessitent aujourd'hui une adaptation continue et rapide. On reviendra sur l'adaptation justement et puis aussi sur les résultats que vous avez promis en début de mandat 2021. Mais d'abord, Mohamed Ben Moussa, très rapidement pour réagir au récit de Ala Benani. Écoutez, notre pays s'est engagé dans une stratégie d'industrialisation très ambitieuse très tôt, dès l'avènement du règne de Sa Majesté Mohamed VI. La première stratégie d'industrialisation remonte à l'année 2005 et depuis, nous avons eu 4 plans de stratégie d'industrialisation, 4 plans d'industrialisation et j'ai ouï dire qu'il y a un 5e qui serait en gestation. Force est de constater que nous avons quelques succès et beaucoup d'insatisfaction, puisque globalement notre économie ne s'est pas industrialisée, contrairement aux éléments de langage qui sont véhiculés par un certain nombre d'exécutifs successifs, puisque l'industrie, au moment où nous avons adopté le 2e plan d'industrialisation, qui s'appelle le Pacte national d'émergence industrielle, l'industrie représentait à peu près 15% de notre richesse nationale, de notre PIB,
l'objectif était d'atteindre 23%. Aujourd'hui, nous sommes à 14,5%. Rien que ce chiffre-là montre que nous sommes très très éloignés des objectifs stratégiques de transformation structurelle de l'économie marocaine. On pourra dans le débat argumenter et étayer ce que je viens de dire. Quoique si le PIB augmente et que la part de l'industrie dans le PIB reste à ce niveau-là de 15%, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on rentrera peut-être dans le détail si vous le permettez. L'objectif, c'est 23% du PIB avec un PIB qui croît, heureusement. Très bien. Moi, je n'interromps pas, mais je voudrais répondre, si vous permettez, parce que c'est le but d'un débat. Aujourd'hui, effectivement, la part de l'industrie telle que mesurée par les institutions indépendantes, et nous reconnaissons bien évidemment leurs mesures, est autour de 15%. Elle est restée stable par rapport au début. Elle est remontée à 18, elle est redescendue, mais peu importe. Le dernier chiffre, c'est bien 14,5 fin 2023. On n'a pas encore le PIB industriel 2023. Ça va être à peu près autour de 15 ou un peu plus. Mais là, dans les chiffres provisoires, en tout cas, c'est ce qu'on a. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de voir que dans l'industrie, aujourd'hui, il y a une grande part qui est considérée comme une part qui s'est servicialisée, qui s'est technologisée et qui est mesurée de cette manière-là. Et ça a un impact sur notre capacité à mesurer l'emploi, ça a un impact sur notre capacité à mesurer l'incidence de l'industrie sur l'économie. Mais on en parlera. Très bien. Mais je voudrais quand même réagir par rapport à ce que vous venez de dire sur les services liés à l'industrie, c'est une norme internationale. Ça s'est développé dans beaucoup de pays et généralement tous les instituts de statistiques considèrent que les services liés à l'industrie sont comptabilisés au niveau de la statistique nationale dans les services. Et je suis heureux de vous entendre dire que vous félicitez que notre institut de statistiques soit indépendant et j'aimerais qu'il le reste. Très bien, très bien. Vous allez perdre du temps sur ces petites définitions et cette façon de calculer et on ne va peut-être pas forcément avoir le temps nécessaire pour aborder les vrais sujets de fond qui nous intéressent. C'est un sujet de fond. Oui, mais c'est un sujet de fond. Mais il y a une feuille de route par rapport au débat. On va essayer quand même de la respecter. Riyad Mezzour, vous êtes venu 2021 avec une promesse, celle de 400 milliards de dirhams pour tout ce qui est export industriel à la fin du mandat. Vous êtes venu aussi avec la promesse de 400 000 emplois dans l'industrie, soit 40% de l'ensemble de ce qui a été promis par le gouvernement. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, et je vous laisserai les partager avec nos téléspectateurs, on est loin du compte. Oui. Alors les 400 milliards, c'est fait. En termes d'exportation, on y est, mais on a des ambitions pour aller plus loin. Les 400 000 emplois, c'était un engagement effectivement au sein du programme gouvernemental avec une intégration de tout ce qui était lié à la stratégie industrielle antérieure, donc y compris l'offshoring. Donc la partie industrielle, dedans, c'est 320 000 emplois. On est aujourd'hui, HCP, CNSS, je pense qu'on s'est aligné là, dans les dernières statistiques, entre 145 000 et 150 000 emplois nets créés. Il y a un effort encore à faire, il y a un travail encore à faire. Le taux de création d'emplois par dirham investi a fortement baissé. C'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise où il faut aller chercher d'autres types d'emplois à créer et d'autres types d'investissements à aller chercher. Et c'est tout l'objet de la nouvelle réflexion sur la stratégie industrielle. Très bien. Mohamed Ben Moussa, peut-être une réaction sur les chiffres. À date d'aujourd'hui, si on devait arrêter les compteurs en 2025, on devait être à 300 000, on est à 145 000, d'après les chiffres du ministère de l'Industrie, soit la moitié plus ou moins. D'abord, je pense que l'engagement du gouvernement n'est pas tenu. Un des engagements forts du gouvernement, c'est de créer 1 million d'emplois nets au terme de son mandat. Nous sommes pratiquement à 4/5 de la durée du mandat et nous détruisons. L'économie nationale a détruit aujourd'hui 153 000 emplois par rapport à fin 2021, date d'entrée en vigueur, date d'entrée en action du gouvernement actuel, octobre 2021. Deuxièmement, je n'ai pas mémoire ni connaissance d'un document officiel qui répartit la structure du million d'emplois nets à créer entre les différents secteurs. Donc je suis dans l'incapacité de vous dire quelle est l'ambition du gouvernement en termes de création d'emplois industriels, création d'emplois dans les services, dans les BTP, dans l'agriculture. Troisièmement, en termes de création d'emplois, on a 2 sources, et pas 3, 2 sources. Nous avons les informations qui émanent du HCP et les informations qui émanent de la CNSS. Le HCP annonce 142 000 emplois nets dans l'industrie et l'artisanat. Et je suis heureux de voir Simzour, ministre du gouvernement, revenir à des chiffres plus raisonnables parce que j'ai eu à entendre des chiffres beaucoup plus élevés, soit de vous-même, soit de votre prédécesseur, annonçant des créations de l'ordre de 400 ou 500 000 emplois.
Deuxièmement, lorsque nous analysons les chiffres de la CNSS, malheureusement avec un peu de retard, parce que la CNSS ne publie pas, vous avez certainement des informations confidentielles, nous regardons les rapports annuels d'activité. Les rapports annuels d'activité de la CNSS annoncent simplement 60 000 emplois nets, puisqu'ils donnent le nombre d'affiliés à la CNSS, 3,5 millions fin 2021, 4 millions fin 2023, donc on n'a pas encore le rapport annuel 2024, et fin 2021, 16% de l'emploi déclaré à la CNSS était un emploi dans les industries de transformation, ce qui faisait à peu près 540 000 emplois dans l'industrie, et fin 2023, c'est 15% de 4 millions, ça fait à peu près 620 000, ce qui fait plus 60 000. Donc on a aujourd'hui une marge d'erreur entre 60 000 emplois nets industriels, statistiques CNSS fin 2023, avec 142 000 emplois industriels nets, source HCP fin 2024. Alors, juste pour apporter les corrections, effectivement, le gouvernement s'est engagé à créer 1 million d'emplois nets, c'est un des 10 engagements du gouvernement, et on en est encore loin, pour les raisons qu'on expliquera probablement plus tard. Deuxièmement, il y a une répartition, pas sur tous les secteurs, mais il y a un engagement sur l'industrie qui est peut-être un peu suffisamment caché pour ne pas être suffisamment aperçu, mais un engagement de 400 000 emplois pour l'industrie et l'offshoring, inclus dedans de création nette. Troisièmement, il n'a jamais été question de dire que le HCP devait perdre son indépendance ou de contester le chiffre. Il a été question d'expliquer ce que représentaient les chiffres du HCP et ce que représentaient les chiffres que le ministère annonçait, parce que quand on pilote une stratégie ou quand on pilote un secteur, on a besoin d'avoir des chiffres qui correspondent mieux et plus à ce qu'on est en train de faire. Je vais vous expliquer ça de manière très claire si vous avez une petite minute. Quand je fais une convention d'investissement avec un industriel, je vais signer une convention d'investissement et puis il y a un engagement d'investissement sur une usine avec tant d'équipements, il va mettre, je ne sais pas, 100 millions de dirhams d'équipements et il va créer 100 emplois. Les 100 emplois qu'il va créer, dedans il y en a 20 qui vont piloter des machines, il y en a 15 qui vont faire de la qualité, 10 qui vont faire de la supply chain, etc., 5 qui vont faire de la comptabilité, etc. Donc c'est ces emplois-là que nous accompagnons. Quand, aujourd'hui, nous faisons une stratégie pour accompagner la création de ces emplois-là, on met en place des mesures et de l'accompagnement et du soutien pour créer ces emplois-là, in fine, dans ce que nous avons fait comme politique publique, nous avons accompagné la création de 100 emplois dans le secteur industriel. In fine, quand il y a la mesure de l'organisme indépendant, selon des normes internationales et avec des statistiques internationales, il y a la création de 20 emplois. C'est cette différence-là que nous cherchions à expliquer. C'est tout. Très bien. Alors, vous savez, en politique, Mohamed Ben Moussa, très rapidement, parce qu'on doit quand même passer à d'autres points, mais je vous laisse réagir. Je pense que le but du jeu, c'est de le but du jeu, on le connaît tous. Allez-y. Je crois qu'en politique, il faut toujours avoir la mémoire longue. Et j'ai souvenir que vous avez eu des propos extrêmement critiques à l'égard du Haut-Commissariat au plan. Il y a même eu un échange quelque peu discourtois entre vous et l'ancien commissaire au plan, et vous auriez suggéré de créer une institution concurrente au HCP. Bon, aujourd'hui, nous avons un nouveau haut-commissaire au plan qui vient d'être nommé par Sa Majesté, qui est un ancien collègue à vous dans le gouvernement. Et à vous dans la commission. Tout à fait, et pour qui j'ai toute l'amitié et la considération, si Cheikh Ibn Moussa. Je crois qu'il est important que le HCP conserve son indépendance, et son indépendance est la source de sa crédibilité. Donc je ne remets en aucune manière en cause les chiffres, et les chiffres du HCP sont clairs. Vous avez créé, depuis l'arrivée de votre gouvernement, 142 000 emplois nets, pas un emploi de plus dans l'industrie et l'artisanat. Mohamed Ben Moussa, s'il vous plaît, je vais vous laisser répondre. C'est quand même important. Alors allez-y, mais très rapidement, parce qu'il y a des accusations graves qui ont été proférées. Il faut répondre. Je n'ai jamais suggéré la création d'une institution autre que celle du HCP. J'ai juste demandé. Je suis heureux de l'entendre. J'ai juste demandé à ce que le HCP puisse être un outil qui nous permette de suivre de manière indépendante les politiques publiques. Effectivement, c'est un outil qui suit des grands chiffres de manière indépendante, conformément aux normes internationales, mais c'est un outil de statistique nationale duquel on a besoin
quand on met en place une politique publique pour qu'ils puissent nous mesurer de manière indépendante les effets de notre politique publique. D'ailleurs, c'est l'objet de la convention qu'on a signée immédiatement après la nomination de M. Ben Moussa à la tête du HCP pour pouvoir être en mesure d'abord de synchroniser les termes, ça veut dire de parler d'emploi industriel comme il le parle aux normes, comme il le parle selon ces normes, et de parler de l'emploi dans le secteur industriel comme nous parlons, nous, comme ça il y a la clarté par rapport à ça, et deuxièmement, d'être un outil qu'on alimente aussi pour nous permettre de suivre les politiques publiques que nous menons dans le secteur. Riyad Mezzour, comment est-ce que vous expliquez à nos téléspectateurs sauf sur ce que j'aurais prétendu sur une organisation parallèle. En tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. S'il vous plaît. Comment est-ce que vous expliquez à nos téléspectateurs le gap qui manque aujourd'hui pour arriver aux 300 000 à date de 2025, justement? Encore une fois, il faut nous l'expliquer de manière très simple pour qu'on puisse comprendre. Encore une fois, c'est très clair. Il y a 3 effets qui sont extrêmement importants. Le premier effet, nous sortons d'une situation assez complexe. Nous sortions du Covid, ça c'était prévisible et nous l'avions prévu. Donc nous avons travaillé sur un redémarrage de croissance. Vous êtes arrivé après le Covid, après la pandémie de la Covid. Nous sommes arrivés. Après. Les frontières n'étaient pas encore ouvertes, mais peu importe, ma binette neige. Nous sommes arrivés à la fin du Covid. Il y a eu l'été 2021 était un été assez chaud, soit dit en passant. Et vous connaissez dans quelles conditions s'est faite la campagne électorale. Mais peu importe. Bien. Et quand on faisait des programmes, on les faisait avant. Donc, on avait prévu le redécollage après le Covid selon les scénarios qui étaient proposés. Il y avait des scénarios en V, en W, je ne sais pas si vous vous rappelez, en L, tous les scénarios. On avait choisi des scénarios pour pouvoir redémarrer. On a redémarré. On est arrivé après le Covid, 3 choses. 3 effets qui se coulent qui étaient assez importants. La première, c'est on s'est retrouvé dans une situation où la sécheresse a perduré dans notre pays, ce qui n'était pas forcément inscrit dans les scénarios que nous avions. Elle est structurelle dans notre pays, la sécheresse. Elle est structurelle, oui, ça se discute. Elle est cyclique, on va dire. La deuxième des choses qui était assez importante, on a rencontré aussi une guerre qui a eu un impact inflationniste assez important, qui a eu de l'impact et sur nos marchés qui acceptent les produits et sur nos potentiels investisseurs. 3, nous sommes rentrés dans une accélération des tensions commerciales entre les différents marchés et même un peu vis-à-vis de nous, qui ont fait qu'il y avait de l'attentisme. Maintenant, ceci étant dit... Je me trompe ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'allez pas atteindre les 400 000 ? Non, je ne vais pas les atteindre. Ça, c'est clair. Ni le million, d'ailleurs. Et le million, on l'a assumé en tant que parti politique de manière claire. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire... C'est un scoop, là. C'est pas un scoop. Okay, très aujourd'hui, je suis à 140 000 ou 150 000, peu importe. 142. 142 000, peu importe. On est à 142 000. D'accord ? Si aujourd'hui, en 15 mois, je peux vous dire que nous allons atteindre les 320 000 ou les 400 000, je ne serai pas crédible. Par contre, ce que j'ai dans le pipe aujourd'hui et qui est intéressant, et les investissements qui commencent à sortir, me laissent présager que nous pourrons faire d'ici la fin du mandat, ça veut dire d'ici fin septembre, parce que peut-être que ça se fera en septembre et on compte par trimestre et on reçoit les statistiques par trimestre dans notre pays, d'ici fin septembre, un gap de 80 100 000 emplois supplémentaires dans l'industrie. J'ai voulu réagir par rapport à l'intervention de Simzo. Je crois que c'est l'objet de cet exercice. C'est le but. Je voulais simplement vous dire que vous êtes membre d'un gouvernement, vous êtes solidaire de l'ensemble de vos collègues, et votre gouvernement s'est engagé sur 1 million d'emplois nets. Et les Marocains n'attendent pas 400 000 emplois nets dans l'industrie. Les Marocains attendent 1 million d'emplois nets. C'est ça la problématique. Et deuxièmement, un gouvernement n'est pas un commentateur de météo économique et sociale. Les contraintes et les menaces et les risques que vous venez de citer, la Covid, les répercussions de la Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tous les gouvernements dans le monde ont dû faire face à ces menaces et ils ont pris des décisions. Malheureusement, votre gouvernement n'a pas pris de décision pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Nous avons demandé, en tant que formation politique d'opposition, le PPS, nous avons demandé au gouvernement de plafonner les prix des hydrocarbures et de plafonner les marges des hydrocarbures. Votre gouvernement ne l'a pas fait. Nous avons demandé également à votre gouvernement de réduire
la fiscalité sur les produits énergétiques. Votre gouvernement ne l'a pas fait et a plutôt tiré profit de la flambée des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques. Nous vous avons demandé également d'activer l'article 4 de la loi sur la liberté des prix de la concurrence pour réguler les prix pendant une période de 6 mois, reportable 6 mois supplémentaires, parce qu'il y a des perturbations dans les marchés, dans les chaînes d'approvisionnement, comme vous venez de le dire, et votre gouvernement s'est évertué à refuser d'activer une disposition que la loi lui donne. Donc voilà pourquoi je considère que votre action, quand je dis votre, ce n'est pas vous personnellement, mais l'ensemble de l'exécutif, est fortement lacunaire et n'a pas été à la mesure des enjeux et des risques auxquels nos concitoyens ont été exposés. Je vais bien sûr vous laisser répondre, mais très rapidement pour vous dire que là, on est en train d'empiéter sur un autre sujet qui est la banque de projet. Donc, je vous demandais d'être le plus concis possible. Alors, il faut bien que je réponde. Bien sûr. Il faut bien que je réponde. Et puis, je suis rassuré parce que quand j'entends ça, je suis content que vous ne soyez pas au gouvernement. Donc, ça me rassure. Et on est, laissez le choix aux Marocains. Ils l'ont eu. Ils l'auront plus tard, mais ils l'ont eu. Ils l'auront aussi dans un an. Ils l'auront dans un an et quelques. Vous leur exposerez vos programmes. Mais je suis content que vous ne soyez pas et que vous n'ayez pas été durant cette période je n'en doute pas. Au niveau du gouvernement parce que ces actions m'auraient mené au désastre. Mais peu importe. Aujourd'hui, regardons les résultats de manière claire et de manière nette. Je ne suis pas un commentateur. On a un changement pour l'emploi. On a un basculement et j'aurais aimé, par honnêteté intellectuelle, qu'on puisse dire qu'on a eu un basculement dans la structure de l'emploi, que la sécheresse elle a fait perdre 600 000 emplois au niveau du Maroc, que la plupart des emplois qui ont été perdus sont des emplois non rémunérés, qu'il y a eu création quand même de 342 000 emplois rémunérés, que la dernière année, les choses, sur l'année glissante, les choses sont très positives, mais peu importe, on en débattra plus tard. Sur la protection du pouvoir d'achat des Marocains, quand même, le Maroc a été un des pays qui a le mieux contenu son inflation. Le Maroc, le pouvoir d'achat des Marocains, alors que les pouvoirs d'achat ailleurs se sont complètement effondrés, il n'a pas perdu de pouvoir d'achat. Ou, quand il a perdu sur une année, ça a été rattrapé sur l'année plus tard. Le Maroc a maintenu des protections exceptionnelles. Le maintien du prix de l'électricité quand il a été multiplié par 10 derrière, sur les hydrocarbures, les mécanismes de soutien aux transporteurs pour réduire l'impact du coût des hydrocarbures sur le transport de marchandises et sur le transport des personnes qui sont les transports les plus utilisés. Bien sûr, on ne l'a pas donné aux voitures, tant mieux, et ceux qui ont libéralisé les hydrocarbures sans mettre de protection, soit dit en passant, c'est un gouvernement auquel vous avez participé et pas nous. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'avec les niveaux d'inflation qu'avait le Maroc, qui étaient des niveaux d'inflation honorables comparés à plein d'autres pays qui sont en train de se battre avec des niveaux d'inflation encore à 2 chiffres, qui n'ont pas réussi à la faire atterrir, avec ce qui a été fait pour protéger nos concitoyens, je pense qu'on a de quoi être fier. Si on avait capé, si on avait, et en plus, en maintenant la crédibilité du pays, en maintenant l'équilibre des finances publiques, en réduisant, comment dirais-je, nos déficits, en s'attelant à mettre en œuvre le programme de protection sociale. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour protéger les Marocains. Riyad Mazzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, vous parlez de réduction du déficit. J'aimerais bien revenir sur, s'il vous plaît, messieurs, vous parlez de déficit que vous auriez éventuellement réduit. Moi, j'ai envie de vous ramener aux chiffres de 2024-2025. Aujourd'hui, on a un déficit commercial qui s'est creusé sur les premiers mois, enfin le premier trimestre, on est à 20% de plus, 22% et quelques, donc on est à 20% de plus, alors que vous avez mis en place un programme, c'était le 25 septembre 2020, en plein Covid, programme justement qui devait alléger notre balance commerciale, le programme d'importation, enfin de réduction des importations. Comment est-ce que vous expliquez cela? On a en face un programme qui est censé alléger et en même temps on a un déficit commercial qui s'aggrave, alors que la facture énergétique, elle baisse. Elle baisse pas. Le baril de pétrole est à $60. Le baril a baissé, mais la facture énergétique est stagnante par rapport aux importations. Ce qui a augmenté, c'est les produits de consommation finale et les produits de biens d'équipement qui nous permettent aussi d'équiper notre pays et d'investir dans l'industrie, ce qui est très fortement rassurant. Mais effectivement, quand on fait de la substitution, on fait de la substitution pour remplacer des importations et on fait de la substitution pas à la manière dont on la faisait dans les années 50, on fait de la substitution aussi pour avoir de la compétitivité
et exporter. Ces programmes ont démarré fin 2020 et qui a commencé à prendre vraiment de l'entraînement, de l'effet d'entraînement fin 2021, démarrent avec des projets que nous accompagnons, que nous soutenons, des usines qui se construisent, des lignes qui se commandent, des montées en charge qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, sur les 1900 projets identifiés, 850 ont été signés, 200 sont terminés, ont commencé à donner leurs fruits avec 30 000 emplois qui ont été créés dedans, dans ces projets de la banque de projets, et on est plus ou moins à 30 milliards de chiffre d'affaires, et les autres sont en train d'arriver les unes après les autres. Mohamed Ben Moussa. Un mot avant de répondre à cette question. Les mesures dont j'ai parlé et que vous considérez comme étant désastreuses, ce sont des mesures qui ont été prises par la quasi-totalité des pays de la planète, et ils ont institué ce qu'on appelle des boucliers tarifaires pour protéger les citoyens. Je réponds maintenant à votre question. La banque de projets industriels, franchement, ça fait partie des éléments de langage et de la poudre aux yeux, de la politique du gouvernement précédent et du gouvernement actuel par rapport à la politique d'industrialisation. C'est quoi concrètement la banque de projets? C'est une centaine de fiches avec, par filière, où on a 5-6 informations assez élémentaires qu'un étudiant d'économie en première ou deuxième année est capable de produire. Vous avez un indice de complexité, vous avez le chiffre d'affaires potentiel, l'investissement potentiel, la marge opérationnelle potentielle, le volume des importations et exportations du Maroc et les flux commerciaux mondiaux sur le produit de cette filière avec le nom d'un responsable du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est une fiche qui se résume en une seule page. Je ne crois pas qu'un investisseur sérieux serait prêt à engager plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dirhams d'investissement sur la base de cette simple fiche qui, comme je viens de le dire, se présente sur une seule page. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion, dans l'analyse, dans la construction des business plans, et il faut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement du ministère, appuyé par les expertises que nous avons dans notre secteur bancaire pour appuyer ces projets. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'on analyse notre commerce extérieur, vous le rappeliez tout à l'heure, nos flux d'exportation augmentent et nos flux d'importation augmentent davantage, si bien que le gouvernement actuel, auquel vous appartenez, Semzour, a aggravé le déficit de la balance commerciale d'une centaine de milliards de dirhams. Quand vous êtes arrivé, le déficit de la balance commerciale était de 200 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il est de 306 milliards de dirhams. Et donc, ça pose la question de la stratégie d'industrialisation. Est-ce que c'est une stratégie qui est au service de la souveraineté industrielle de notre pays ou pas? Moi, j'affirme que cette stratégie renferme des lacunes majeures. Je vais prendre un exemple, si vous le permettez, qui est celui de l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'on remarque? On est tous fiers qu'on ait aujourd'hui une industrie automobile qui existe sur la cartographie des chaînes de valeur mondiales, mais cette stratégie, aujourd'hui, présente des limites. Vous l'avez vu dans les dernières statistiques, le flux d'exportation a chuté de 7% à fin avril, mais la problématique n'est pas là. C'est que nous n'avons pas une idée précise de la valeur ajoutée créée par le secteur industriel. Alors, on nous affiche un taux d'intégration locale qui est, à mon avis, un taux erroné, puisqu'on prend pour le calcul de ce taux à la fois la marge brute plus la valeur ajoutée plus les achats comparés au chiffre d'affaires. Or, ces achats, ce sont des achats auprès de sous-traitants rang 1, rang 2, rang 3. Et ces achats-là sont pris dans leur totalité, alors qu'il faudrait prendre la valeur ajoutée des différents sous-traitants. Si bien que les experts et les professionnels de l'industrie automobile reconnaissent que le taux d'intégration qui varie entre 65, l'intégration locale, 65-69%, c'est une poudre aux yeux. Et la réalité, c'est que la valeur ajoutée industrielle du secteur automobile est plutôt autour de 20-25%. Et donc, je demande à Semzour de bien vouloir publier la balance commerciale de l'industrie automobile. Constructeurs et sous-traitants, rang 1, rang 2, rang 3, pour que les économistes et les laboratoires de recherche puissent calculer la réelle valeur ajoutée de l'industrie automobile. Le point est clair, Iyad Mezou, c'est vrai que c'est un sujet crucial. Malheureusement, très peu d'économistes et de débatteurs, justement, dans les différents plateaux, ont soulevé le point de la valeur ajoutée. C'est dommage que les économistes et les chercheurs et les journalistes de notre pays ne se rendent pas de temps en temps sur le site du ministère. Elle est publiée. La valeur ajoutée automobile. Elle est aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Elle n'est pas aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Elle est publiée, elle est publique. Il y a une enquête annuelle qui se fait, qui vous sort tous les chiffres
Elle est de combien? Elle est de 31%. Elle est de 31% de la valeur ajoutée du secteur Est-ce que automobile. vous avez publié la balance commerciale de l'industrie automobile? Je peux me permettre de Tfadal. continuer, Tfadal. si ça ne vous dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir. Ouais, ce serait agréable de pouvoir le faire. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'industrialisation dans notre pays. On est juste en train d'exporter 400 milliards de dirhams. Bien sûr, on a creusé le trou du déficit commercial. On est passé d'exportation en 2021 de l'industrie de 260 milliards à 400 milliards. Mais peu importe, les 140 milliards de contributions supplémentaires de l'industrie, c'est de la poudre aux yeux. Bien sûr, on n'a fait que s'en fiche avec 2-3 petites choses dedans qu'un étudiant de première année, voire même pas, aurait pu le faire, avec tout le respect que j'ai pour les étudiants de première année en économie. D'abord, c'est 400 fiches aujourd'hui, c'est 1914 personnes sérieuses, industrielles, qui ont déposé un projet, dont 86% d'industriels marocains, dont 65% de personnes qui sont déjà actives dans l'industrie, donc des professionnels qui veulent faire une extension. Voilà, ça c'est un fait. C'est un fait. Est-ce que ça a créé un effet systémique de transformation? Vous le laissez répondre. Non, vous le laissez répondre, s'il vous plaît. Alors oui, c'est ce que je vous explique, et je pense que vous en conviendrez. L'industrie est un cycle. Ça démarre avec un projet d'investissement, avec un travail d'études approfondies et d'accompagnement, comme vous le dites, y compris avec le service bancaire. Il ne vous a pas échappé que les banques elles-mêmes et beaucoup de banques commerciales ont commencé à faire des tournées par rapport à ça et ont introduit ces fiches et on travaille avec elles en collaboration dessus. Et pas que les banques, des investisseurs, des fonds se mettent en place pour travailler là-dessus. Alors oui, l'effet systémique duquel je viens de vous parler est amorcé avec 200 projets. On en a encore 1700 dans le pipe. Cherry on the cake, depuis le début de ce gouvernement, 58% des dossiers qui sont déposés au CRI et approuvés au CRI sont des dossiers industriels, ce qui change la mentalité de l'investissement et l'orientation de l'investissement dans notre pays. Mieux encore, depuis 1er janvier 2025, c'est 63% des dossiers, et ça c'est des documents publics, c'est public. Donc la valeur ajoutée industrielle est publique, les dossiers des CRI sont publics, les montants d'investissement industriel sont publiques, les exportations industrielles sont publiques. Si ça, c'est de la poudre aux yeux. Riyad Mezzour, non. Riyad Mezzour, vous avez parlé du financement, donc forcément donc, des banques. Quand on voit les chiffres, 2006, sur l'ensemble des financements pour l'industrie en part relatif, on était à 17%. Aujourd'hui, on est à moins de 9%, chiffre 2023. Est-ce que ça veut dire que ça marche très bien, mais les banques n'accompagnent pas pour autant ? Écoutez, ça marche, les banques accompagnent, il y a de l'investissement qui se fait aussi avec du financement extérieur, pour ne rien vous cacher, quand on a accès à des taux japonais ou à du financement qui vient d'ailleurs, et tant mieux, ça peut être intéressant. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un travail à faire supplémentaire pour que le financement bancaire accompagne les projets productifs. On a un vrai travail à faire, qu'on est en train de faire. On est en train de mettre un peu de sécurité, on est en train de mettre un peu de soutien. Ce soutien, comme c'est de l'argent public, il vient a posteriori, donc on essaie de faire des bridges. On est en train d'essayer de faire émerger de l'accompagnement haut de bilan. On est en train aussi d'accompagner du redressement, et je pense que vous avez un dossier de redressement duquel vous voudriez parler, j'imagine, certainement plus tard. Donc il y a tout un travail qui est fait pour que cette dynamique s'accélère. Les points de douleur, vous les avez répertoriés, oui, les points de douleur sont tous les points de douleur d'une manière générale de l'économie nationale. Alors on avait des points de douleur initiaux qui étaient les points de douleur d'infrastructures, d'accès à l'énergie, d'accès au foncier, qu'on est en train d'adresser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a, c'est un taux que je suis d'ailleurs, 86% de ces projets qui ont déjà identifié leur foncier. Donc c'est du suivi, c'est une task force, c'est quelque chose qui est assez sérieux, avec un engagement de répartition territoriale, avec une différenciation aussi en termes de prix, d'équipement et d'orientation de ces zones-là. On avait le pain point, par exemple, de l'accès à l'énergie et à l'énergie verte. On est en train de travailler dessus et je pense qu'on en parlera plus tard, et de réduire et d'atteindre les taux et les prix qui avaient été annoncés par le nouveau modèle de développement qu'on est en train de généraliser, et ça c'est une excellente chose. On avait le pain point par rapport à la qualité et à la qualification des personnes qui y travaillaient, ça aussi, ça a été adressé. On a le pain point par rapport aujourd'hui à la PME, au financement de la PME notamment,
qu'on est en train d'adresser. Très rapidement, avant de céder la parole à Mohamed Ben Moussa, président du Forum des économistes du Parti du Progrès et du Socialisme, Vous allez donner trop de temps de parole, j'aurai des difficultés à lui répondre. Non, mais je ne veux pas faire une remarque désobligeante à Semedir. C'est 3 interventions de Semzor et une pour moi. J'ai fait la remarque. Je trouve que ce n'est pas J'ai fait la remarque moi-même. De toutes les manières, je vous serez vous pas. remercie pour votre honnêteté intellectuelle. Allez-y. Comme ça, vous êtes content. Comme ça, vous allez être content. Si je Allez-y, suis Mohamed dans Ben un Moussa, débat, allez-y. je souhaite avoir le même temps de parole. Allez-y. Pour moi, c'est une exigence d'éthique dans le débat. Que je partage. Non, merci d'être avec moi dans cette position. Non, ce que je souhaitais dire par rapport à la problématique que vous indiquez, peut-être une petite suggestion pour vos équipes du ministère, demandez-leur de mettre à jour les fiches de la banque de projet. Les données remontent à 2019, nous sommes en 2025. Et un investisseur a besoin d'avoir une information updatée et des projections d'avenir. Et donc, il faudrait revoir toutes les fiches. Les données remontent à 2019. C'est en cours. C'est une suggestion. C'est en cours. Par contre, le point que vous soulevez est vraiment important. C'est la stratégie de financement de l'industrie. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le secteur bancaire est à rebours des orientations stratégiques de l'État en matière de politique d'industrialisation. Je dis bien l'État et non pas votre gouvernement, puisque c'est une observation qu'on remarque sur 2-3 gouvernements successifs. Vous avez 4 stratégies d'industrialisation extrêmement ambitieuses qui sont portées par l'État et qui sont suivies par Sa Majesté, et vous avez un secteur bancaire qui est rétif au financement de l'industrie. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur bancaire depuis une dizaine d'années, vous remarquerez que le total bilan des banques a été doublé. Il a été multiplié par 2, il est passé d'un peu plus de 900 milliards de dirhams à près de 2000 milliards de dirhams. Les crédits des banques sont passés de 660 milliards à plus de 1200 milliards. Et quelle est l'évolution des crédits d'équipement aux industries manufacturières? Et c'est ça le cœur du réacteur, le nerf de la guerre. C'est de financer les investissements de l'industrie de transformation. Eh bien, l'encours est passé de 27 milliards à 22 milliards. Et donc, il y a bien un schisme, il y a bien un problème de fond. Nous avons un secteur bancaire qui ne va pas dans le sens de l'orientation de la stratégie d'industrialisation voulue par l'État, d'où la nécessité, et c'était une des recommandations du nouveau modèle de développement, de créer sans plus tarder une banque publique d'investissement dont la préoccupation majeure sera de financer l'industrie, la PMI, la PME, les territoires, les jeunes entrepreneurs. Je ne peux être d'accord avec vous. Mohamed Ben Moussa, simplement, quand vous voyez que le gouvernement accompagne a posteriori en donnant donc les subventions nécessaires, etc., est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas de cela que les industriels ont besoin? Ils ont besoin surtout d'alimenter leurs besoins en fonds de roulement. C'est le BFR le vrai sujet. Donc accompagner au début à travers justement l'alimentation du BFR plutôt que le CAPEX. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec l'approche ou pas? Non, le banquier que j'étais pendant 2 décennies vous dirait que non. D'abord, il faut pouvoir financer les investissements avec des ressources stables. Si vous vous préoccupez uniquement du financement du BFR avec des crédits de trésorerie, vous êtes très rapidement en grande difficulté. Or, aujourd'hui, il faut financer le CAPEX, comme vous dites. Et il faut financer le CAPEX avec des fonds propres. On sait que nos entreprises marocaines, malheureusement, sont faiblement dotées en fonds propres. Et il faut donc les doter de ressources d'investissement à long terme. Et essentiellement, des crédits d'investissement, des crédits d'équipement bancaire. Ensuite, le BFR, les banques marocaines n'ont pas beaucoup de difficultés à financer les BFR. Lorsque vous analysez les crédits bancaires dont je viens de vous parler, 660 milliards à 1200 milliards, l'essentiel, ça a été du crédit de promotion immobilière et des crédits de trésorerie, justement, qui financent le BFR. Donc le nœud gordien qu'aucun gouvernement n'a pu régler, c'est de débrider le crédit bancaire de financement des équipements industriels. Riyad Mezzour, peut-être un point là-dessus. Alors oui, non, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un travail à faire, d'une manière générale, pour financer des projets hors projets immobiliers, sans ce que les banquiers appellent les garanties réelles. Donc il y a un travail à faire un peu plus large. On a essayé de commencer à le faire. Ça demande énormément de temps, un changement de mentalité, changement même de loi, pour élargir ces fameuses garanties réelles qui déterminent les fonds propres des banques, vous connaissez ça mieux que moi, à d'autres types d'actifs, et donc des actifs mobiliers plutôt que des actifs immobiliers, pour qu'on puisse
dégager des possibilités différentes. On a fait un travail de fond par rapport à ça. Il y a des réticences, il y a de la stabilité globale du secteur bancaire qui est piloté, soit dit en passant, de manière indépendante, et puis qui est piloté aussi pour d'autres exigences et qui nous confère une certaine stabilité financière et économique qui attire aussi les investissements. Il y a des pour et il y a des contre dedans. Ça nous permet de donner d'autres avantages qui nous confèrent aussi un niveau d'inflation assez intéressant. Mais vous avez des instruments. Trois instruments. Vous avez des banques publiques. Vous avez des banques qui appartiennent à l'État. Trois instruments ont été mis en place. Trois instruments ont été mis en place. Vous avez le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Si on peut ne pas s'interrompre. Si on peut ne pas commencer à s'interrompre, ça pourrait être intéressant. Non, mais on est en train d'échanger. Je rebondis par rapport à ce que vous dites. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais si vous voulez le dire, allez-y. Pourquoi vous n'avez pas activé, vous êtes maintenant pratiquement à 4 années de votre mandat, pourquoi vous n'avez pas activé ces instruments? Le fonds Mohamed VI est activé. Les banques publiques sont en train de prendre des participations, et vous le voyez à travers leurs fonds et les caisses de dépôt et de gestion à travers leurs fonds dans des activités industrielles. Et ce qui est le plus important, c'est la charte de l'investissement qui travaille pour renforcer le CAPEX et donner du CAPEX de manière importante pour permettre de libérer du crédit. Il y a des instruments sur lesquels on travaille qui sont mis en place et qui permettent d'accélérer. Ou sinon, comment on aurait eu cette dynamique industrielle? Riyad Mazzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, il nous reste 5 minutes. Très rapidement, petite ouverture sur 2026. Lorsque vous dites, j'ai envie de dire de manière presque officielle, hein, on peut dire ça comme ça, que vous n'allez pas atteindre l'objectif des 400 000 emplois, que les 1 million d'emplois, il ne faut pas rêver, qu'il faut être lucide. Est-ce que vous abordez les échéances législatives de 2026 en étant serein d'être dans cette majorité gouvernementale? Bien sûr, je l'aborde d'autant plus que je pense que ce gouvernement a fait des réformes tout azimut et a mis le pays dans une dynamique exceptionnelle. Nous sommes un pays qui est en pleine réforme, un pays qui a des chantiers portés par Sa Majesté et exécutés sur le terrain par ce gouvernement qui sont exceptionnels. Une accélération de la réforme de l'éducation, une accélération de la réforme de la santé, une accélération au niveau économique tout azimut, au niveau de l'investissement, une accélération sur tous les programmes sociaux qui sont exceptionnels. Notre pays vit une révolution douce, intéressante, et sur tous les radars de l'ensemble des pays du monde en tant que pays attractif pour l'investissement, s'en sort plutôt bien en termes d'attractivité dans un monde qui est en train de se bouleverser, est en train de se transformer. Il est prêt au décollage, et le décollage est pour bientôt. Donc, malgré les 13,5 de taux de chômage, malgré la dette qui augmente, malgré l'inflation alimentaire qui, sur 3 ans, dépasse les 30-40%, malgré cela, vous êtes serein. Mais vous savez, moi, je suis en train de travailler avec des pays qui ont des inflations dans les 5 derniers mois à 15-20%. Mohamed Ben Moussa du PPS. Oui, d'abord, tous les partis sont au service de nos concitoyens et de Sa Majesté le Roi, y compris les partis d'opposition. Deuxièmement, je voudrais dire que le gouvernement est incontestablement le gouvernement le plus contre-performant depuis 20 ans ou 25 ans. Tous les gouvernements que nous avons connus depuis le gouvernement de Sédrejto, tous les gouvernements, sans exception, ont réussi à créer des emplois. Le gouvernement de Sédrejto a créé 880 000 emplois. Le gouvernement de Siad Bess el-Fassi, et je pense que vous allez vous en enorgueillir, Mzour, a créé 450 000 emplois. Le gouvernement de Siad Ila Ben Kiran a créé 110 000 emplois. Et le gouvernement de Siad El Atmani a créé 155 000 emplois. Votre gouvernement a détruit aujourd'hui 153 000 emplois. Et j'espère, parce que si vous réussissez, c'est mon pays qui réussira, j'espère que vous arriverez à redresser la barre d'ici la fin de votre mandat. Mais j'ai quelques inquiétudes en vous écoutant et en regardant les décisions que votre gouvernement prend. En réalité, le gouvernement Akhnouch a échoué dans la quasi-totalité de ses engagements. On a parlé des créations d'emplois, la croissance. 4% de croissance, ça n'a pas été tenu. Ils ont fait 1,5%, 3,4%, puis 3%. Et cette année... 3,8. Non. C'est sorti vendredi matin, 3,8. C'est 1,5, c'est 3, 4 et 3. Et vous anticipez, vous projetez pour l'année 2025 4,6 et le HCP parle de 3,7. Donc sur la croissance, ce matin a parlé pour 2024 de 3,8. Nous sommes dans une intervention de conclusion et donc j'aimerais terminer et déployer mon raisonnement. Donc dans la croissance, nous sommes en échec.
Et le mouvement d'Amir, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, avait fait, dès la présentation du programme gouvernemental, une évaluation du coût économique du programme gouvernemental en termes de perte de croissance, et on l'avait estimé à 475 milliards de dirhams de valeur qui serait perdue pour notre économie. Le taux d'activité des femmes, qui devait être porté de 20% à 30%, il a reculé à 18,5%. Le million de citoyens marocains qu'on devait sortir de la précarité, de la vulnérabilité, nous avons 3,2 millions de nos concitoyens, chiffre du HCP, qui ont sombré sous le seuil de la vulnérabilité et de la pauvreté. Le revenu de dignité pour les seniors, également un engagement du gouvernement, n'a pas été tenu. Donc sur toutes ces questions-là, il y a incontestablement un échec retentissant du gouvernement, sans parler évidemment des problématiques d'éthique, de transparence, de déontologie et de conflits d'intérêts à la tête du gouvernement, qui nécessite, d'ici les prochaines élections, une refonte de nos cadres législatifs pour que nous ne soyons pas à nouveau dans ce type de situation. Riyad Mazzour, pour clôturer le débat, ministre de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a pris des engagements et je pense qu'il est sur la voie, il a mis le pays sur la voie pour atteindre des objectifs très ambitieux. Pour la croissance, parler de 4%, il ne faut pas oublier que le PPS est venu avec un programme avec une croissance de 6%. Donc, le PPS n'est pas au gouvernement. Oui, mais vous le représentez. On est en fin d'émission, laissez-le parler de ça. Vous le représentez. Et nous l'assumons, s'il vous plaît. On fait 3,4 l'année dernière, l'année d'avant. On finit à 3,8 cette année, c'est confirmé par le HCP. Ça a été confirmé 3,8 dans les comptes nationaux de manière très claire. 4,6 l'année prochaine, les établissements de prévision annoncent 4,2 à 4,5. C'est à notre portée. Aujourd'hui, on est dans une dynamique extrêmement positive. On est fiers de ce qu'on a fait. On n'a peut-être pas atteint tous nos résultats, mais on a mis le pays en marche pour les atteindre. Merci en tout cas Riyad Mazzour, merci Mohamed Ben Moussa pour ce débat franc, sincère et sans langue de bois. Merci à vous, amis téléspectateurs, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Frontal. Bonne soirée sur Média TV.